Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous joindre avec nous pour ce webinaire Carnomère. Je suis donc Claire Charles de la direction de l'innovation à l'Ifremer et chargée du développement et de l'animation du Carnomère. Je vais faire une brève introduction pour vous rappeler que le dispositif Carnomère est en fait un dispositif national qui vise à favoriser, à développer et à structurer la recherche partenariale entre les laboratoires publics et les industriels, acteurs socio-économiques pour le développement de l'innovation. Le Carnomère est l'un des 39 Carnot en France et il est spécialisé dans le développement de solutions par et pour l'océan et est porté par l'École centrale Nantes et l'Ifremer à travers 9 unités de recherche. Aujourd'hui, nous allons aborder la collaboration entre Citeance et l'unité de recherche et développement technologique, donc RDT de l'Ifremer, dans le cadre d'un partenariat visant à développer une technologie houlomotrice. Nous accueillons donc pour cela Gabriel Quentins, directeur prospective et innovation à Citeance, ainsi que Martin Treich, ingénieur et responsable du site d'essai de Sainte-Anne-du-Porzic à l'Ifremer. Donc pour débuter, quelques petits rappels techniques. Avant de rentrer dans le vif du sujet, ouais, merci. Vos micros et caméras sont donc coupés. Vous pouvez poser toutes vos questions dans l'encadré questions et réponses qui est en bas à droite de votre écran normalement. Et nous garderons un temps d'échange à la fin pour pouvoir les poser. Le webinaire est enregistré et sera disponible en replay sur YouTube d'ici 1 ou 2 jours. Au niveau du format, la présentation durera autour de 20-25 minutes et donc on gardera un temps d'échange d'environ 10 minutes pour les questions-réponses en fin de session. Pour ma part, c'est tout bon. Gabriel, Martin, c'est à vous. Merci Claire. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais commencer par vous présenter rapidement l'IFREMER, qui est donc l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, qui est un établissement public à caractère industriel et commercial dédié aux sciences de la mer, avec donc 3 missions. Une mission de recherche académique pour la production de connaissances donc sur les sciences marines, une mission d'expertise et d'appui aux politiques publiques, et une mission de soutien à l'innovation pour les technologies marines. Et donc, pour remplir toutes ces missions, l'Ifremer a la gestion de plusieurs infrastructures, donc, par exemple la flotte océanographique française avec Génavir, le centre de ressources en échantillons et archives marins, donc, qui stocke des échantillons marins obtenus au cours des campagnes océanographiques. Il y a aussi un certain nombre de stations de mesure et d'observatoires fonds de mer qui sont opérés par l'Ifremer. Et puis, enfin, il y a des bassins d'essai et des sites d'essai. Et donc, une de ces infrastructures, c'est le site d'essai en mer de Sainte-Anne-du-Porzic. Là, vous voyez sur la carte, c'est un site d'essai en environnement marin, côtier, qui est situé dans la rade de Brest, dans l'anse de Sainte-Anne-du-Porzic, et donc qui est relativement protégé, c'est-à-dire que c'est un site d'essai en mer, avec des conditions réelles, de l'eau de mer, de la houle, du courant, mais qui est quand même assez protégé, avec des conditions plus clémentes que ce qu'on peut rencontrer au large, et qui est assez facile d'accès depuis le môle de Sainte-Anne ou depuis le port de Brest. Et c'est aussi un site qui est intéressant parce qu'il y a un historique de données océanographiques qui sont mesurées donc depuis 25 ans. En effet, c'est un site qui est utilisé en premier lieu pour le suivi à long terme des masses d'eau dans la rade de Brest, et notamment avec les mesures de la bouée Costa-Chef iroise que vous pouviez voir là sur la photo en bas à gauche. C'est un site qui est aussi utilisé pour tester et développer des méthodes de mesure et des capteurs océanographiques. Donc là, vous voyez quelques exemples sur les 2 photos du milieu. Pour l'étude du vieillissement des matériaux et l'étude du biofouling. Donc là, vous voyez une cage d'échantillons à droite. Le biofouling, c'est le phénomène de colonisation par les organismes marins, donc les algues et les coquillages, entre autres, des structures qui sont immergées en mer. Et enfin, donc pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, le test de prototype d'énergie marine renouvelable à échelle intermédiaire. Alors là, vous voyez une carte bathymétrique du site avec ses limites. Donc c'est une zone dont l'Ifremer est titulaire d'un transfert de gestion du domaine public maritime.
C'est un petit site d'essai, hein. Il y a une surface de à peu près 150 mètres par 250 mètres. Euh, Peu profond, donc il y a 2 à 12 mètres de fond sous le zéro hydrographique, à quoi il faut ajouter jusqu'à 7,7 mètres de marnage. Et puis, donc, suivant les endroits où on se situe sur le site, il y a donc le fond est sableux ou alors c'est des cailloutis. Il y a des houles qui peuvent aller jusqu'à 2 mètres de hauteur significative et puis des courants jusqu'à 1,5 mètres par seconde de l'extrémité sud. Donc, c'est un site avec plusieurs infrastructures. Déjà, c'est une zone qui est sécurisée, qui est connectée au réseau Internet et électrique, avec des capteurs qui permettent de mesurer les données océanographiques et météorologiques. Et puis, il y a aussi une équipe de plongeurs de l'Ifremer qui est située juste à côté et qui est disponible pour intervenir sur le site. Et donc, c'est grâce à un peu tous ces atouts que depuis quelques années, le site d'essai est utilisé pour tester des prototypes d'énergie marine renouvelable, donc surtout houlomoteur et éolien flottant, donc à échelle intermédiaire, c'est-à-dire avec des échelles qui vont du 20e au quart, suivant les technologies considérées. Voilà, je passe la main à Gabriel pour présenter Citerns. Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être ici pour vous présenter Citerns, son activité, sa technologie holomotrice. Donc aujourd'hui, Citerns c'est une société de 8 personnes qui donc développe une technologie de récupération de l'énergie des vagues pour produire de l'électricité. Une solution qui se veut extrêmement simple et robuste. J'aurai l'occasion d'y revenir plusieurs fois. Ce sont des atouts essentiels pour une technologie qui sera déployée en mer. Aujourd'hui, nous avons une approche extrêmement méthodique pour développer cette technologie, en s'appuyant notamment sur l'expertise et des partenaires qualifiés. Et de façon plus globale, effectivement, il y a tout un écosystème que j'ai affiché à droite, plutôt pour la partie appui réseau et soutien financier. Côté technologique et technique, l'Ifremer est un partenaire essentiel sur ces essais-là. Et autant le mentionner tout de suite, donc la technologie Citerns est brevetée, donc on a aussi une obligation de protection de la solution. Alors cette solution, vous en avez ici un aperçu. Donc il s'agit d'un système flottant de forme cylindrique. Je vous expliquerai le concept juste après. Euh, et donc voilà, ce flotteur fournit une puissance de 200 kilowatts électriques. Il fait 6 mètres de diamètre, quasiment 15 mètres de long et pèse en masse nette un petit peu plus de 40 tonnes. Une fois rempli d'eau, cela pèse beaucoup plus lourd, j'y reviendrai. Et c'est donc un système extrêmement simple et robuste par sa conception, par sa forme, parce qu'il est conçu précisément pour résister à des conditions extrêmement sévères en mer. Il s'agit donc d'une solution flottante qui, dans les vagues, va être animée d'un mouvement d'oscillation et de translation. Donc, sur la partie basse de l'image, vous voyez effectivement ce flotteur en vue en coupe qui, en même temps qu'il se déplace vers la gauche ou vers la droite, va avoir ce mouvement de rotation. Cela est imprimé par le système d'ancrage très spécifique, breveté, qui donc fait aussi le flotteur. À l'intérieur, il y a un pendule d'eau. À l'échelle 1, cela représente plus de 100 tonnes d'eau, 100 mètres cubes. Donc ce volume va lui-même être animé d'un mouvement d'oscillation et va pousser de l'air à travers une turbine. Plus précisément, on va générer en circuit fermé une circulation d'air qui passe dans la conduite, le module turbine, donc la partie supérieure du système, qui contient des dispositifs de contrôle du flux d'air, mais aussi donc une turbine à air et une génératrice électrique pour produire l'électricité. Enfin, il y a donc un câble électrique qui va exporter l'électricité pour l'acheminer à terre. Un des gros atouts est de pouvoir mutualiser l'ancrage. Pour un flotteur, une ancre à l'avant, une ancre à l'arrière, on oriente selon la houle dominante. Et pour fournir des puissances plus importantes, on va tout simplement espacer davantage les points d'ancrage et intercaler des flotteurs supplémentaires. Donc, typiquement, nous allons commercialiser des lignes de 10 flotteurs pour produire, donc fournir 2 mégawatts. C'est très intéressant pour voilà, augmenter les puissances disponibles, optimiser les coûts d'installation, mais aussi optimiser l'emprise maritime. Donc, il y a une très forte densité de puissance surfacique en mer. Donc, sur 1 km², nous pourrons installer environ 45 mégawatts. C'est un très, très bon ratio et c'est essentiel dans la mesure où aujourd'hui l'espace en mer est très disputé. Donc, il faut être bon sur cet aspect-là pour pouvoir voilà, envisager plus sereinement la collectivité sur les activités en mer.
Quelques aspects innovants que j'ai déjà à peu près tous cités: simplicité, robustesse, comparable effectivement à une bouée, donc pour assurer une meilleure survie, réduire aussi les besoins de maintenance. C'est essentiel de pouvoir avoir le moins de besoins sur ce volet-là pour déjà qu'il y ait le moins d'interventions possible, qu'elles immobilisent moins souvent l'installation et puis surtout optimiser les coûts de production. Fonctionnement multiflotteur, déjà évoqué, un rapport masse-puissance extrêmement avantageux, ce qui permet aussi d'optimiser l'investissement. Un système, ça a été montré en bassin. Nous avons fait beaucoup d'essais dans différentes universités européennes sur des bassins à houle. Et donc, le système a montré sa capacité, sa faculté à fonctionner sur un large spectre de houle. L'approche technico-économique a déjà été évoquée, approche très méthodique. Et puis enfin, des dimensions réduites qui permettent d'avoir un impact visuel faible. Et je ne l'ai pas mentionné, mais donc, une installation typique, c'est donc une ferme, un parc déployé à peut-être 1, 2 kilomètres de la côte, peut-être un petit peu plus en fonction des besoins, et par quelques dizaines de mètres de profondeur d'eau. En termes de développement technologique, il y a un indicateur que l'on regarde régulièrement, c'est le TRL, Technology Readiness Level. C'est un indicateur de maturité technologique compris entre 1 et 9 et qui permet de quantifier le niveau de maturité d'une solution. Niveau 1, on est plutôt sur une idée. Niveau 9, une solution complètement commercialisable. Et puis entre les deux, voilà, il y a différentes étapes avec les essais en bassin, à petite échelle, un peu plus grande échelle, mono, multiflotteur. Aujourd'hui, la Technociterne, c'est un TRL à peu près 6, grâce à précisément cette campagne que nous venons de terminer en collaboration avec l'Ifremer, donc sur des essais en mer à une échelle intermédiaire, en environnement réel et opérationnel. Et puis la suite, j'aurai l'occasion d'y revenir sur la toute dernière slide. Donc ces essais ont eu lieu entre octobre 2023 et février 2025, avec cet objectif de démontrer, de valider ce démonstrateur à une échelle 1/4 en mer. J'ai déjà évoqué l'environnement réel et opérationnel, l'objectif atteindre le TRL 6 et pouvoir nous projeter déjà sur l'échelle 1 des levées de fonds. Effectivement, il y en a une qui est en train de se terminer. Le site d'essai vous a déjà été largement présenté par Martin et ces essais ont été notamment financés dans le cadre du concours Innov par l'État et l'Union européenne à travers France Relance et France 2030. La première étape consistait à installer le flotteur en mer. Cette installation a été précédée d'une étape en bassin que Martin va davantage décrire. Et puis, en parallèle, nous avons pu déployer les lignes d'ancrage en faisant appel notamment à un navire donc, de Thomas Service Maritime. Je le mentionne tout de suite parce que c'est le seul moment où nous avons eu besoin de faire appel à des moyens extérieurs. Tout le reste a été complètement géré par l'Ifremer. Et Martin, je te rends la parole. Merci. Donc, en effet, juste avant l'installation en mer, à la réception du prototype sur le centre Ifremer, on a fait 2 jours d'essai en bassin, donc en bassin, au bassin à houle profond de l'Ifremer à Brest. Et donc, ces 2 jours d'essai, ça nous a permis de s'entraîner à manipuler le système, à vérifier son comportement en présence de petites houles, et puis à venir simuler des interventions sur le prototype, mais donc en environnement contrôlé. Voilà, pour vérifier qu'on pourrait faire la maintenance ou par exemple connecter l'ombilical avec des moyens nautiques légers. Et donc, ça a permis de bien pouvoir contrôler tous les équipements, de vérifier que l'instrumentation et puis la communication avec le prototype fonctionnaient bien. Ça a permis aussi d'estimer le temps de remplissage du flotteur, qui, comme Gabriel l'a expliqué, contient un pendule d'eau. Et puis, donc, ça a permis aussi donc, de remplacer le connecteur de l'ombilical pour en mettre un qui est plus adapté à une connexion en mer. Et puis de sécuriser les lignes d'ancrage pour faciliter leur installation en mer dans les jours qui ont suivi. Hop. Voilà, donc maintenant je vais vous parler du protocole d'essai en mer. Donc il y a eu 2 phases principales de test. Une première phase avec un système de récupération d'énergie, donc un Power Takeoff, PTO, simplifié, simulé même, qui est donc fait d'une plaque percée
pour pour réaliser une perte de charge au sein donc de la veine où est installé le système de récupération d'énergie. Et donc ça, c'est un PTO qui a été utilisé par Citerns dans les premiers essais en bassin. Et puis la deuxième phase, elle a été réalisée avec un PTO plus réaliste, ce coup-ci avec une réelle production d'électricité, et donc une turbine à air et une génératrice, et ce qui a permis à Citerns de tester plusieurs lois de commande pour piloter le PTO de leur système. Ce prototype, il était instrumenté avec donc une centrale inertielle pour mesurer la position et puis le déplacement du flotteur, des jauges de niveau d'eau dans le cylindre, des capteurs de pression différentiels de part et d'autre du PTO, et puis dans le groupe générateur, des mesures de température, vibration, position, production électrique. Et il y a aussi des capteurs d'effort qui ont été installés dans les ancrages pour mesurer les efforts en temps réel dans le mouillage du prototype. En parallèle de ces instruments de mesure qui étaient embarqués, il y avait l'instrumentation du site d'essai, euh, où donc on a mesuré sur toute la durée des essais la houle avec des bouées houlographes GNSS, les conditions météo et notamment le vent avec un mât météo, et il y avait aussi une mesure de niveau d'eau. Donc là, on a utilisé le marégraphe du CHOM, qui est situé à Brest, donc qui est juste à côté. Euh, voilà. L'installation, Gabriel en a déjà parlé. Maintenant, je vais vous décrire un peu les opérations avec quelques photos, puis je passerai à la partie résultat ensuite. Donc ici, vous pouvez voir des photographies de la phase d'installation. Donc le flotteur a été mis à le total. Ensuite, on a rempli le pendule d'eau une fois que le flotteur était en mer. Il a été remorqué et puis raccordé aux lignes d'ancrage qui étaient préalablement installées par TSM. Et puis, on a réalisé la connexion au câble électrique. Ensuite, on a pu contrôler que tout fonctionnait bien en termes d'instrumentation et de monitoring, faire une inspection complète à la fois en surface et puis sous-marine avec les plongeurs pour vérifier que tout se comportait bien au niveau du prototype et de son mouillage, et puis tester des interventions de maintenance. Euh, Comme vous pouviez le voir lors de l'installation, la météo était très bonne et puis l'état de mer était très calme, et donc c'était le bon moment pour tester les interventions. Euh, voilà. Là, vous pouvez voir plusieurs photographies du flotteur en place. Donc, dans les premiers jours qu'on suivit l'installation, c'était très calme. Et puis, dans les semaines suivantes, ça s'est bien gâté, hein. Donc là, on peut voir en bas des photos du flotteur dans les différentes tempêtes hivernales de la fin 2023. Donc, Domingo, Kiran, Federico et j'en passe. Ce qui nous a permis de réaliser des mesures très intéressantes. Euh, et puis, je vais dire aussi que ça nous a quand même tout de suite rassuré de voir que tout fonctionnait bien et que ça résistait à des conditions plutôt extrêmes pour le site d'essai. Donc, tout au cours des essais, il y a eu plusieurs opérations de suivi avec des inspections régulières du flotteur et de ses lignes d'ancrage. Donc là, c'est des photographies qui ont eu lieu plutôt au moment de la désinstallation, mais qui permettent notamment de voir la biocolonisation sur le flotteur avec des algues, des acidies, des moules. Donc il faut savoir que sur le flotteur, il n'y avait pas d'antifouling, parce que c'était un des résultats des essais, c'était de voir comment ça se comportait en présence de biofouling. Voilà, et donc tout s'est bien passé jusqu'à la désinstallation, qui a aussi eu lieu en plusieurs étapes, qui sont les mêmes que celles de l'installation, mais en sens inverse. On a pu voir que le flotteur, au bout des 17 mois d'essai, était en bon état. Le biofouling, j'en ai déjà parlé. On a pu observer donc un peu d'usure sur certaines pièces mécaniques. Voilà, ce qui permet donc de faire des retours d'expérience pour améliorer les choses à l'échelle supérieure. Et puis il y a eu un événement de communication sur le centre Ifremer où on a pu communiquer sur les résultats. Alors maintenant, je vais passer à la partie résultats. Donc d'abord, les conditions océanométéo. Euh, donc la hauteur d'eau moyenne à l'endroit où était installé le prototype était de 9,5 mètres et elle a varié de 5,6 mètres à 13,3 mètres.
lors des forts coefficients de marée. Et puis, il y a eu une dépression importante, donc la dépression Céline, qui a coïncidé avec un fort coefficient de marée, ce qui fait qu'on a eu une surcote assez importante. Euh, et donc, c'est un événement avec une période de retour de 10 ans, assez exceptionnelle. Voilà. On a vu aussi des vents jusqu'à 140 km/h, hein, notamment pendant la tempête Kiran. Et puis, là, je vous ai mis deux figures sur les conditions de houle. Donc, la figure du bas, c'est la hauteur significative de houle au cours des essais. Et donc, on peut voir que pendant la période, on va dire, de l'été, la hauteur significative dépasse quasiment jamais donc 60 cm. Et puis en automne-hiver, en la majorité du temps, ça ne dépasse pas 1,2 m de hauteur significative, à part donc pendant les tempêtes, où on a pu mesurer jusqu'à 1,76 m de hauteur significative et 3,5 m de hauteur max, donc la plus grosse vague mesurée pendant les essais. Euh, L'autre figure qui est située à droite, c'est un diagramme d'occurrence qui présente donc euh, le nombre d'événements d'état de mer pour donc une hauteur significative et une période énergétique donnée. Et donc on voit que la période de houle avec le maximum de potentiel énergétique, elle est située autour de 8 secondes. Euh, et donc ces conditions, à l'échelle 1 quart, à l'échelle du prototype, c'est équivalent à des vagues qui, donc pour l'échelle 1, iraient jusqu'à 14 mètres de haut, avec une période de 16 secondes. Et donc, en fait, le site d'essai, il est représentatif en termes de hauteur à des conditions à l'échelle 1 quart, mais avec des vagues qui ont une période donc à l'échelle 1 quart qui est très grande. Euh, voilà. Alors ensuite, je vais vous présenter donc, le comportement du flotteur en tangage. Donc, la figure du bas, donc là j'ai mis beaucoup de figures avec beaucoup de couleurs, mais donc la figure du bas en haut, ça présente l'écart type du tangage en fonction de la hauteur significative de la houle. Chaque figure correspond à une configuration de PTO, donc un réglage de récupération d'énergie. Et puis, la couleur des points correspond à la période énergétique. Et donc, on a pu remarquer qu'on a une relation qui est quasi linéaire entre l'écart type du tangage et la hauteur significative de houle, avec une pente qui dépend donc de la période de houle et du réglage du PTO. Et de même, on a une relation quasi linéaire entre la vitesse angulaire en tangage et la hauteur significative. Et on remarque aussi que la vitesse de tangage elle est plus importante pour les petites périodes, ce qui s'explique donc par la période propre du système. Et donc ça, on peut le voir sur la courbe de droite, où donc en haut, c'est la densité spectrale de puissance de l'élévation de surface pour donc une période donnée qui, en l'occurrence, correspond à la tempête Kiran. Sur la figure du milieu, c'est la réponse du flotteur. Donc pareil, c'est une réponse spectrale en tangage. Et donc plus les points sont lumineux, plus euh, la réponse du flotteur va être importante à la fréquence donnée. Et la dernière figure, c'est le rapport entre les deux. C'est ce qu'on appelle la RAO, donc l'opérateur de réponse en amplitude. Et on voit que celui-là, il est plus important autour de 0,15 Hz. Et donc, c'est donc ça la période propre du système pour les configurations qu'il y avait pendant cette figure. Hop. Et donc, de même, on a aussi pu analyser les efforts dans les lignes de mouillage. On a pu observer donc l'effort moyen dans les lignes de mouillage était très bien corrélé avec l'amplitude de la marée. Ça, c'est la courbe qu'on voit en bas à gauche pour différentes configurations. Et que l'écart type des efforts dépendait de la vitesse de tangage, donc avec certaines non-linéarités qui sont dues à la géométrie du flotteur. Et de même que pour le tangage, on observe une réponse spectrale des efforts plus importante aux mêmes fréquences, donc ici autour de 0,15 Hz. Voilà, et donc je passe la main à Gabriel pour donc, la suite des résultats. Eh bien, merci. Alors oui, il est difficile de conclure cette présentation sans parler de performance, même s'il s'agit de données quand même assez sensibles.
Donc, vous comprendrez, j'espère que nous ne mettions pas forcément les échelles sur les graphiques, mais ce que je veux quand même vous montrer ici, c'est que jusqu'à présent, la seule référence pour Citerne, c'était donc les essais en bassin qui avaient été réalisés sur les années précédentes. Et donc, par ces essais en mer, nous allions beaucoup plus loin et voilà, il fallait se recaler par rapport à cette référence. Et si je devais citer un résultat principal en termes de performance, c'est que les performances sont meilleures encore en mer qu'en bassin. Donc, à conditions identiques, évidemment. Donc, c'est extrêmement encourageant pour la suite du développement. C'est illustré à gauche sur une courbe. On parle de CWR, Capture Width Ratio. Donc, c'est voilà, un indicateur, on va dire un pseudo-rendement associé au système holomoteur. Puis à droite, voilà, une courbe qui permet d'illustrer aussi qu'effectivement, en mer, on va avoir davantage donc on est sur le delta P, donc sur les pressions à l'intérieur du flotteur, donc celles qui vont induire ce flux d'air en circulation, en circuit fermé. Et donc, voilà, une différence de pression un petit peu plus importante sur les essais en mer par rapport aux essais en bassin. Le tout étant effectivement transposé à l'échelle 1. C'est une petite gymnastique que l'on fait assez couramment dans l'analyse des données. Quelques chiffres pour conclure. Donc, des essais qui ont duré quasiment 1 an et demi et qui ont surtout couvert 2 hivers. C'est très important dans l'objectif de caractériser la survivabilité du système. La tempête Kiran a été précisément un très, très bon exercice de ce point de vue-là. Donc, tempête qui est arrivée 3 semaines seulement après la mise à l'eau. Je ne vais pas vous cacher qu'on a passé une nuit blanche. Hein. Donc, voilà, pour suivre un peu tout ça. Et effectivement, c'était aussi des éléments très importants. Nous n'avions pas pu tester certaines briques technologiques, le câble électrique d'export notamment, mais aussi la transmission des données. Et donc là, à tout moment, de jour comme de nuit, nous pouvions avoir les remontées d'informations. La métrologie fonctionnait parfaitement bien. Il y avait même une caméra installée sur le môle, sur le conteneur, donc à quelques dizaines de mètres du flotteur et qui permettait à tout moment de surveiller le bon fonctionnement, le bon comportement du système. Une turbine qui a beaucoup tourné. Nous avons mesuré des tensions d'ancrage, donc tout à fait en ligne avec ce que nous visions. Et donc, à savoir que nous avons dimensionné sur des tensions plus élevées, évidemment. Et puis les puissances mesurées parfaitement en phase avec nos objectifs. Tout à l'heure, j'évoquais cette puissance nominale à 200 kW, voilà, 190 kW à l'occasion d'un événement un petit peu fort, c'était en fin 2024. Donc voilà, des résultats extrêmement concluants pour nous. Pouvoir tester en environnement réel, c'est très précieux. Nous avons pu aussi démontrer que le flotteur peut être déployé avec des moyens légers. Vous avez vu une photo du Varec, qui est le navire de l'Ifremer. Et c'était aussi pour nous très important de démontrer cette possibilité de déployer avec des moyens accessibles partout dans le monde. La suite de l'aventure, passer à l'échelle 1. Le démonstrateur est en cours de fabrication. J'aurais bien aimé vous montrer quelques photos, mais ouais, il y a quelques éléments sensibles. Mais voilà, là on passe à échelle 1, 6 mètres de diamètre, 15 mètres de long quasiment, et donc des essais qui seront réalisés courant 2025. Donc l'objectif, c'est une mise à l'eau pendant l'été sur le site du SAMREF, qui est à une vingtaine de kilomètres au large du Croisic, un site dédié à l'accueil de technologies d'énergie marine. Et l'objectif étant d'atteindre ce TRL 8 pour amorcer Alors, je dis pour amorcer la commercialisation, en fait, elle est déjà amorcée dans la mesure où aujourd'hui, dans la stratégie commerciale de Citerne, il y a aussi le déploiement de 3 fermes pilotes commerciales euh, qui sont déployées dans le monde. Et donc voilà, la solution est prête. Maintenant, à l'échelle 1, nous ferons valider notamment certifier les performances. Et il s'agira en quelque sorte du premier de série avant une longue phase de commercialisation. Donc voilà, des essais qui ont été extrêmement précieux pour concevoir aussi ce démonstrateur. Je ne l'avais peut-être pas mentionné, mais ce sont aussi des apprentissages très précieux. Merci beaucoup de votre attention et nous serons ravis de répondre à vos questions. Merci Martin, merci beaucoup Gabriel, à tous les deux pour votre présentation qui a été très riche et nous avons reçu beaucoup de questions qu'on va pouvoir lancer dès à présent.
Alors, je vais essayer de switcher entre les questions qu'on a reçues sur le chat et les questions qu'on a reçues en interne. Euh, Qu'est-ce qu'un PTO et comment la plaque percée modélise le flotteur? Alors, Martin, t'en avais un petit peu parlé. ouais, alors j'en ai parlé rapidement, peut-être pas assez dans le détail. Donc le PTO, c'est le Power Takeoff, donc c'est le système de récupération de l'énergie. Voilà. Et notamment la manière dont il est réglé, c'est-à-dire eh bien, la turbine, elle va venir amortir le flotteur, les mouvements du flotteur, et donc récupérer l'énergie mécanique donc, bah, du flux d'air qui lui-même est induit par les mouvements du flotteur pour la transformer en électricité. Et cette turbine, elle peut être réglée de manière à freiner plus ou moins le mouvement du flotteur et à récupérer plus ou moins d'énergie. Donc il y a un réglage optimal à trouver. Donc c'est ça aussi le PTO. Et la plaque, et donc cette turbine, surtout, elle va induire une perte de charge, une perte d'énergie au niveau du flux d'air. Euh, et donc la plaque percée, de même, elle va induire une perte de charge au niveau du flux d'air. Et donc elle va venir simuler euh, la récupération d'énergie comme s'il y avait une turbine, sauf qu'il n'y a pas de turbine, c'est juste de la perte d'énergie, c'est une perte de pression qui est transformée en chaleur. J'espère que c'est plus clair. Sinon, n'hésitez pas à reposer la question et Gabriel pourra Ok. tenter une autre explication peut-être plus Merci, claire. Est-ce que, est-ce que tu as explicité PTO, PTO, je sais pas, c'est Power Takeoff. Donc, C'est Power c'est en Takeoff. quelque sorte la captation d'énergie. Donc, c'est le dispositif au cœur qui va convertir une énergie dans une autre, en l'occurrence, l'énergie d'un flux d'air en, en une énergie électrique. Ok, merci à tous les deux. De toute façon, s'il y a des doutes ou d'autres questions, on remettra les coordonnées à la fin de la présentation. Autre question concernant les lignes d'ancrage. Quelles ont été les études préalables pour les lignes d'ancrage? Quel type de ligne d'ancrage est envisagé? Chêne, acier, synthétique? Est-il différent entre le déploiement à Sainte-Anne et le déploiement en pleine mer? Des questions bien techniques. Donc, l'objectif pour nous est de déployer le système avec des ancrages assez ordinaires. Donc, en l'occurrence, on va plutôt aller vers des ancrages de type caténaire. Caténaire, c'est la chaîne. Donc, effectivement, une portion de chaîne suivie d'une portion de ligne synthétique. Donc, effectivement, c'est une ligne un peu hybride. Et la chaîne, voilà, quand les efforts sont plus importants dans la ligne, en soulevant de la chaîne, on va exercer une force de rappel qui, en quelque sorte, voilà, cette solution est très performante pour le système Citance. J'ai assez peu développé l'ancrage, mais je peux quand même en dire un petit mot supplémentaire. Vous avez ici, l'image va arriver, une vue en coupe de cet ancrage de type caténaire. Il est essentiel que les lignes restent tendues à tout moment. C'est parce que les lignes sont tendues que le flotteur va pouvoir avoir un mouvement d'oscillation, de pitch, de tangage. Donc, il faut que l'ancrage assure cela. Et cela peut passer aussi par l'introduction d'une composante élastique, si besoin, dans la ligne d'ancrage. Cela dépend énormément de la configuration du site. Mhm. Et il se trouve que là-dessus, on a j'allais dire, on n'a pas été gâté, mais si, parce que finalement, le site de Sainte-Anne est très particulier. Martin a donné les chiffres. Le marnage est très grand par rapport à la bathymétrie. Donc, il y a une très forte variation de la hauteur d'eau sur ce site, ce qui nous a amené voilà, à être un peu plus ingénieux encore. Et donc, voilà, proposer une solution qui s'adaptait parfaitement au site. Donc là, on était quand même un petit peu dans du sur-mesure de Mhm. façon, pour répondre à la seconde partie de la question, voilà, de façon un peu plus générale, on sera sur des ancrages quand même peut-être un peu plus ordinaires, un peu plus proches de ce que vous avez sous les yeux. Donc, voilà, caténaire un peu plus classique. D'accord. Et donc, l'ancrage sera un peu différent encore sur le SEMREF. Donc, il y a en effet des tests d'élasticité qui ont quand même été réalisés à Sainte-Anne, en vue Tout des à fait, conditions qui ont été... tout à fait. Et l'équipe de l'IFREMER a aussi contribué à caractériser justement ces composants élastiques en établissant les courbes d'étalonnage. Ou D'accord, ok. Ok, merci.
Autre question, est-ce que vous savez si votre technologie pourrait être modulable pour s'adapter à des besoins spécifiques, par exemple des unités individuelles plus petites pour des habitations en front de mer, dans des baies, ou notamment pour un hôtel en bord de plage, etc., où 2 mégawatts paraît un petit peu excessif? Merci beaucoup, c'est une question qui nous vient de Sydney. Super. Euh, donc, alors oui, j'ai peu évoqué finalement le volet business, le volet aussi ressources, mais de façon générale dans le monde, la ressource holomotrice est présente sur tous les continents et un peu plus spécifiquement sur la côte ouest de l'Europe, la pointe sud de l'Afrique, l'océan Indien, l'Océanie, donc évidemment l'Australie, et puis côté Amérique, donc USA, Canada au nord, Chili au sud. Notre solution, voilà, va viser à moyen long terme un déploiement à travers des parcs de moyenne et grande puissance, donc typiquement plusieurs dizaines voire centaines de mégawatts. Néanmoins, à court terme, les fermes seront de puissance plus petite, donc plutôt d'ordre de quelques mégawatts. De façon peut-être plus ponctuelle, il n'est pas impossible de déployer un flotteur ou deux flotteurs pour fournir 200 kilowatts, 400 kilowatts. Techniquement, c'est tout à fait faisable. Ça va par contre se traduire par des coûts de production plus élevés, dans la mesure où il y a quand même des dépenses incompressibles, des dépenses d'études, de caractérisation du site, des dépenses liées à la phase d'installation, de déploiement, les ancrages, le câble électrique d'export, et puis évidemment les flotteurs, le ou les flotteurs. Donc voilà, la conséquence sera malheureusement, en tout cas, voilà, c'est comme ça, un coût de production, un LCOE, Levelized Cost of Energy, plus élevé, donc typiquement plusieurs centaines d'euros du mégawattheure. Mais si on parle d'un site qui, par exemple, aujourd'hui serait alimenté par un groupe électrogène, et nous savons que sur ces sites-là, il peut y avoir des coûts de production de plusieurs centaines, voire même jusqu'à 800, voire 1000 euros du mégawattheure. Il n'est pas impossible d'avoir une solution compétitive. Ça s'étudie vraiment au cas par cas. J'espère avoir répondu Ok, à la question. merci beaucoup, Gabriel. Alors, on a plusieurs questions aussi qui portent sur le biofouling, notamment, donc je vais peut-être m'adresser à Martin du coup. J'ai une question qui est plutôt sur travaillez-vous avec d'autres unités pour l'étude du biofouling, etc., en interne, en externe? Et on a aussi une question sur quel est l'impact du biofouling sur la performance du système et comment est-ce que ça peut être traité? Avec un retour à un chantier naval annuel, point d'interrogation. Voilà, est-ce que tu peux peut-être nous éclairer sur cette partie-là? Oui, tout à fait. Ben, on travaille avec d'autres unités de l'Ifremer sur l'étude du biofouling. Notamment, ben, enfin, voilà, il y a plusieurs compétences à la fois chez les gens qui développent des capteurs pour bah, que ces capteurs-là soient pas impactés par le biofouling et donc avec des techniques spéciales qui sont utilisées donc dans les stations de mesure. Et puis il y a aussi des écologues donc qui travaillent à l'Ifremer et qui sont en partie spécialisés sur l'étude du biofouling de manière générale et en particulier sur les systèmes EMR qui travaillent donc à l'unité d'Ineco. Euh, voilà. Donc sur ce test en particulier, euh, enfin, en fait, bon, il y a une difficulté avec le biofouling, c'est que c'est très difficile de faire des choses qui sont représentatives de ce qui se passe ailleurs ou à un autre moment dans l'année ou même sur une autre année. En fait, le biofouling, il dépend beaucoup du site auquel on parle. Donc, par exemple, c'est pas le même en Atlantique, dans la Méditerranée, dans la Manche, etc. Et en plus, ça peut beaucoup varier d'une année sur l'autre. Voilà, donc c'est difficile de faire des choses représentatives. Là, la volonté pendant les essais, c'était de laisser le biofouling se développer pour voir si quelque part ça allait un petit peu impacter le mouvement du flotteur, peut-être le freiner. Voilà. Et donc, à ma connaissance, on n'a pas vu d'impact du biofouling à cette échelle-là, sur ces essais-là, sur l'hydrodynamique du flotteur. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Oui, j'imagine que oui. Merci, merci Martin.
Une autre petite question avant de conclure. Bon, il nous reste encore un petit peu le temps. Est-ce que le flux d'air dans la partie supérieure va dans une seule direction? Gabriel. Bien sûr que je vais répondre et réponse, bien sûr, oui. Enfin, bien, non, c'est pas si évident que ça, mais cela fait partie de notre stratégie de conception. Donc, effectivement, on est sur un contrôle du flux d'air pour avoir un flux monodirectionnel et donc pouvoir travailler avec des turbines plus performantes. Il Ok. existe des turbines qui peuvent fonctionner avec une circulation d'air dans les deux sens. La turbine tournera toujours dans le même sens, mais le rendement global de ces turbines-là, euh, dites bidirectionnelles, est moins bon. Donc, Ok. voilà, comme je l'évoquais tout à l'heure, on contrôle le flux d'air pour qu'il soit monodirectionnel. Ok, très bien, merci. J'ai aussi une question concernant le câble dynamique. Comment est gérée l'interface mécanique en tête de câble? Est-ce que les mouvements spécifiques donc du prototype augmentent la fatigue du câble? Alors, je crois que j'ai raté un mot de ta question. Comment se comporte en cas de quoi du câble? En cas de... Alors, comment est gérée l'interface mécanique en tête de câble? Ah, en tête de câble, d'accord. Oui. Ouais. Et est-ce Mhm, que les mouvements spécifiques, donc comme tu les expliquais tout à l'heure, augmentent la fatigue de ce câble-là? mhm, mhm. Gros sujet. L'export électrique, c'est une brique, comme j'ai mentionné, qui n'avait jamais été testée. Et nous avons eu de très bons résultats. Effectivement, oui, la fatigue, c'est certainement l'enjeu principal dans la mesure où ce câble est confronté à, on va carrément parler de millions de cycles par an. Euh, donc ce câble qui vient s'appuyer sur la surface extérieure du flotteur cylindrique. Donc déjà, il fallait gainer, assurer une protection pour la petite histoire, pour montrer aussi l'efficacité de ce gainage. Il se trouve qu'on avait peut-être prévu, enfin, on avait prévu peut-être un tout petit peu court. Il y a eu une section, je crois, peut-être d'une dizaine de centimètres, qui était plus exposée, qui était hors gainage, et on a constaté qu'elle était effectivement usée. Donc, ça, c'était à l'occasion de la première visite. On a corrigé ça très rapidement. Donc, voilà, une protection très efficace. Une reprise d'effort en tête de câble, effectivement, qui est assurée pour bah, voilà, comment dire, soutenir le poids du câble et donc cette reprise d'effort à travers un dispositif très, très classique hein, de type, alors ça s'appelle plutôt un système de chaussettes qui vient se serrer sur le câble et qui permet de dissocier la reprise d'effort de la connexion électrique. Euh, D'accord. et donc, voilà, une très grande satisfaction sur les performances de ce câble d'export qui permettait précisément d'acheminer l'électricité produite jusqu'à terre au niveau du caisson de l'Ifremer. Ok, très bien, merci beaucoup. Une toute petite question pour conclure, et je pense que ça rejoint un petit peu ce que tu viens de dire. Est-ce que les données issues des essais à Sainte-Anne ou en bassin ont été reçues et traitées en temps réel? Et est-ce qu'à partir de cette donnée-là, il a fallu réadapter le système au cours des 17 mois d'essai? Oui, les données arrivaient en temps réel et alors, les données, les chiffres eux-mêmes étaient disponibles à tout instant. Et puis ensuite, toutes les demi-heures, on avait des paquets de données qui arrivaient sur nos serveurs et que nous pouvions traiter voilà, de façon quotidienne. Et oui, bien sûr, en fonction des résultats constatés à travers l'analyse de ces données, nous avons pu faire évoluer certains éléments. Martin évoquait le PTO qui avait pu évoluer. Donc ça fait partie précisément de ces travaux d'optimisation. On est encore sur un prototype de recherche et développement. Donc à ce stade-là, on peut encore faire quelques petits ajustements, mais on était quand même plutôt dans des ajustements un peu marginaux vers la fin. Donc, Oui, l'idée étant d'à peu près finaliser. L'Ifremer avait aussi un rôle dans le traitement des données, mais plutôt météocéaniques. Donc, oui, pour ok. effectivement, c'est très important. Si on a nos propres mesures sur le flotteur, mais qu'on ne connaît pas l'état de mer, on rate beaucoup de choses. Donc, il faut Oui, arriver à associer forcément. les deux. Et là-dessus, Martin a beaucoup travaillé aussi sur les données météocéaniques. Ok, Si tu peux Ouais. compléter, Martin. Bah, oui, je peux mentionner quand même que c'est loin d'être évident d'arriver à Mm. synchroniser des données Hein.
qui sont pas enregistrés, qui sont pas, enfin, voilà, qui sont pas enregistrés de la même manière, pas par les mêmes systèmes d'acquisition, pas à la même fréquence. Mm. Je pense qu'on a bien réussi à le faire. C'était pas gagné, donc voilà, je suis assez content. Et donc nous, on a aussi appris sur ce sujet-là, donc voilà, c'est important de le mentionner. Oui, tout à fait. Merci Martin, merci Gabriel. Ça va être le moment de conclure pour nous. Merci donc à nos deux intervenants pour cette présentation de qualité et à l'ensemble de nos participants pour leur intérêt pour les EMR et plus particulièrement pour l'énergie houlomotrice. Martin, Gabriel, on vous souhaite pour la suite de bonnes aventures en espérant que tout sera aussi fructueux que ça ne l'a été lors des essais en bassin et en pleine mer. Et puis on tâchera de rester au courant de la suite des événements.